Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons passer maintenant à l'histoire de la radioactivité, ce qui nous permettra également de présenter certains aspects liés à nous allons voir l'histoire de la radioactivité et nous allons pouvoir ainsi étudier certains aspects liés à la radioactivité. Alors, fin du 19e siècle, Röntgen venait de découvrir les rayons X à l'aide d'un tube cathodique dont l'anode est biseautée, le flux d'électrons rapides atteignant l'anode percutait l'anode qui est inclinée, provoquant l'émission de rayonnement X qui imprimait des plaques photographiques. Le rayonnement X est un rayonnement électromagnétique de très courte longueur d'onde. Face à ça, Poincaré avait suggéré de vérifier si on trouvait des rayonnements X dans la fluorescence des matériaux, des substances. C'est Becquerel qui commença à faire ce type de recherche. Donc il prit toutes sortes de substances, toutes les substances qu'il pouvait trouver, il les exposait au soleil, et puis vérifiait qu'ils étaient fluorescents, et s'ils émettaient des rayons X, simplement en utilisant une plaque photographique qui était exposée aux rayons X éventuellement émis, et on pouvait observer la trace sur la plaque photo. Il fit l'essai avec toute une série de substances qui s'avéraient fluorescentes, mais il n'y avait pas d'émission de rayons X. Puis il utilisa de l'uranium, plus exactement des sels d'uranium. Là, les sels d'uranium s'avéraient ne pas être fluorescents, mais ils imprimaient la plaque photographique. Donc il y avait émission, en apparence, de rayonnement X. Or, Becquerel, à l'occasion, n'a pas été très soigneux, parce qu'il a rangé les sels d'uranium dans un tiroir fermé, avec les plaques photographiques, et les y a laissées. Quelque temps plus tard, il a replié la plaque photographique, l'a relevée en laboratoire, et a constaté, surprise, qu'elle était entièrement noircie. Donc, totalement imprimée. Assez extraordinaire, évidemment, tout de suite, il s'est douté que c'était dû au sel d'uranium qui était stocké avec. Il refit l'expérience, et il constata que les sels d'uranium, même laissés dans le noir pendant une très longue période, émettaient un rayonnement qui imprimait la plaque photographique. Et ce rayonnement s'avérait être permanent et constant. Ce n'est donc pas un phénomène de fluorescence, simplement la substance émettait un rayonnement inconnu. À l'occasion, ce rayonnement fut appelé rayon uranique, avant de prendre d'autres noms plus tard. Les recherches de Becquerel étaient essentiellement qualitatives. Elles consistaient à voir qu'il y avait quelque chose, ou pas, simplement. Un peu plus tard, Pierre Curie, avec son frère Jacques, qui passa ensuite dans le secteur privé, ils découvrirent ensemble la piézoélectricité. C'est le phénomène qui fait que certaines substances, comme le quartz, lorsqu'elles sont soumises à une pression, se voient apparaître une polarité électrique, donc un voltage, comme une pile. Inversement, si on leur applique un voltage, cela provoque une contraction mécanique. Et c'est ce phénomène qui est utilisé, par exemple, dans les montres à quartz. On utilise les propriétés mécaniques du quartz et ce phénomène pour en faire une horloge d'une grande précision. Ce phénomène permettait aussi de détecter des ions, parce que les ions facilitent le passage du courant, et la piézoélectricité est très sensible. Donc, Pierre Curie et Jacques mirent au point un détecteur de rayonnement ionisant extrêmement précis, et qui pouvait par exemple détecter des rayons cathodiques, des flux d'électrons. C'est à ce moment-là que Maria Sklodowska
une jeune Polonaise, vint rejoindre son laboratoire. Elle rejoint Pierre Curie alors que Jacques était parti. Maria Sklodowska était polonaise, et à cette époque, au tournant entre le 19e et le 20e siècle, en Pologne, les femmes n'avaient pas le droit de faire l'université. Aussi étonnant que ça paraisse, il y a à peine plus d'un siècle. Alors qu'en France, les femmes pouvaient parfaitement aller à l'université. Elle et sa sœur avaient fait de brillantes études et donc souhaitaient obtenir un diplôme et un métier qui leur permettrait de bien gagner leur vie. Sa sœur, plus âgée, choisit, si ma mémoire est bonne, la médecine. Donc, elle vint en France passer ses études pendant que Maria, en Pologne, travaillait pour faire bouillir la marmite et envoyer de l'argent à sa sœur afin qu'elle puisse réaliser ses études en France. Une fois que sa sœur eut son diplôme, elle put travailler, se maria et épousa un homme, et grâce à l'argent qu'elle gagnait, put faire venir Maria en France afin de lui rendre l'appareil, c'est-à-dire de lui payer ses études. Et Maria Sklodowska choisit les études de physique. Elle voulait devenir physicienne. Elle fit de très brillantes études universitaires et au moment de passer son doctorat, on lui conseilla le laboratoire de Pierre Curie. Vous aurez probablement deviné que Maria Sklodowska n'était rien d'autre que Marie Curie. C'est-à-dire que, après quelques années de complicité et de sentiments, ils ont fini par se marier. Et elle est devenue Marie Curie. Elle commença son doctorat en compagnie de Pierre, et sous les conseils de Pierre, décida d'étudier les rayons uraniques en utilisant non plus une approche qualitative, mais une approche quantitative, précise, en utilisant le détecteur piézoélectrique mis au point par les frères Curie. Une des questions qui était posée à l'époque, c'était « Mais quelle est la nature des rayons uraniques? Ont-ils une origine chimique, comme la fluorescence, qui est un phénomène lié aux électrons des atomes, c'est un phénomène de nature essentiellement chimique, ou est-ce un phénomène physique, lié à un processus physique inconnu? En général, la différence entre les deux est de nature énergétique. Les phénomènes chimiques sont d'énergie modérée, les phénomènes physiques peuvent avoir une énergie beaucoup plus considérable. Les rayons cathodiques, par exemple, accélérés par des champs électriques, c'est un phénomène physique. On peut avoir des rayons cathodiques avec une énergie énorme. À l'époque, on atteignait facilement des kiloélectronvolts, donc avec des milliers de volts ou des dizaines de milliers de volts, alors que les phénomènes chimiques se chiffrent seulement en quelques électronvolts. Cette question n'était pas connue, on ne connaissait pas la solution, et donc c'était un peu le but de ces expériences, c'était de comprendre la nature des rayons uraniques et de déterminer si leur origine était chimique ou physique. Donc, ils firent venir de la pechblende. Alors le pechblende est un minerai d'uranium. Le minerai d'uranium, qui n'avait quasiment aucun usage à l'époque, il ne coûtait presque rien à part son transport. Il fallait quand même le faire venir de pays étrangers, d'assez loin. Mais ils en accumulèrent des tonnes de pechblende. Par camion routier, on venait le livrer au laboratoire. Et à partir de ce minerai, en le dissolvant avec des acides, en le chauffant, en le distillant, en le brûlant, en lui faisant subir tous les outrages, ils arrivèrent petit à petit à séparer tous les éléments contenus dans le minerai. Et bien sûr, obtenir de l'uranium pur. À ces occasions, Pierre et Marie firent des découvertes. Ils découvrirent
d'abord le thorium. D'ailleurs, en parallèle avec Schmidt en Allemagne, donc là, ils avaient découvert ensemble ce nouvel élément, chacun de leur côté. Puis, ils découvrirent un nouvel élément, cette fois-ci seul, et un élément inconnu. Ils décidèrent de l'appeler le polonium. Pourquoi? Mais en l'honneur de la patrie de Marie. Le polonium tire son nom évidemment de Pologne. À un moment donné, vers 1898, ils utilisèrent un minerai. Le minerai avait diverses provenances. Ils utilisèrent un minerai qui s'avérait assez radioactif, donc il était plutôt radioactif, plus que d'habitude. Ils séparèrent les différents éléments. Il y avait du radium, il y avait du thorium, il y avait du polonium, également d'autres éléments comme du silicium, et bien sûr de l'oxygène ou qu'on trouve de l'hydrogène quand c'est hydraté, des éléments qu'on trouve typiquement, ou de l'aluminium qu'on trouve dans des minerais naturels. Après avoir séparé tous les éléments, ils pouvaient en mesurer la radioactivité, ils trouvaient ce qu'ils avaient déjà découvert auparavant, et là il y avait un grand mystère. Parce que la radioactivité de tous ces éléments, uranium, thorium, polonium, était plus faible que celle du minerai. Comment le minerai pouvait-il être plus radioactif que ce qu'il contenait? Et puis, l'illumination se fit. Parce qu'en traitant le minerai, en séparant tous les éléments, à force de faire toutes ces manipulations, il restait un petit résidu. Oh, pas grand-chose, hein. Des traces, des petits trucs de saleté qu'ils n'avaient pas réussi à séparer. Les rendements des réactions ne sont jamais parfaits. Il peut y avoir quelques éléments en très très faible quantité qui se retrouvent dans ces résidus. Très très peu. Mais Pierre dit, est-ce possible? Une quantité de minerai comme ça, des résidus en quantité comme ça. Se pourrait-il que cette radioactivité vienne de ce petit machin-là? Il prit une infime petite pelletée de ce résidu et le plaça dans son appareil. Et là, le curseur, pac, se plaqua complètement à l'extrémité. Ce résidu était extrêmement radioactif. Beaucoup plus radioactif que l'uranium, le thorium ou le polonium. C'était une découverte absolument extraordinaire. S'ils n'avaient pas pensé à aller ramasser le petit résidu au fond des godets, ils n'auraient jamais découvert ça. C'est aussi les soins de leur préparation qui leur permettaient de calculer exactement la quantité de radioactivité de chaque partie et de constater que le minerai de départ était plus radioactif. C'est la minutie qui leur avait permis de découvrir cette anomalie. À cette occasion, et donc, il fallait découvrir ce qui, dans ce résidu, provoquait ça. Alors là aussi, ils utilisaient toutes sortes de traitements chimiques. Ce ne fut pas facile, à cause d'affinités chimiques entre certains éléments, qui font qu'ils peuvent être difficiles à séparer. Mais à force de travail, ils arrivèrent à obtenir une petite quantité d'un métal, dont ils purent même déterminer le numéro atomique et la masse atomique. Donc pour le placer dans le tableau de Mendeleïev. Et cet élément est le radium. En fait, cet élément était tellement intense que c'est Marie Curie qui donna le nom de radioactivité à ce qui était émis par la substance. Et c'est elle qui choisit le nom de radium. Radium parce qu'il irradie intensément. Ils firent deux découvertes par hasard. Ayant isolé une toute petite quantité de radium, elle était dans une coupelle, dans le labo, et au soir, qu'est-ce qu'on fait quand on part? On éteint. Et là, surprise, le radium brillait dans le noir. C'était pas de la fluorescence, mais il était tellement radioactif que son rayonnement ionisait les molécules d'air
qui en retour provoquait cette brillance, cette luminosité. En voyant cela, Pierre appela cela la lumière du futur. Notons aussi que la question de l'origine du rayonnement venait d'être comprise. Elle n'était pas chimique. Ce rayonnement était beaucoup trop intense, beaucoup trop énergétique pour avoir une origine chimique. Il devait avoir une origine physique. Et si ça ne venait pas des électrons, la partie qui détermine la chimie, ça devait venir du noyau de l'atome, la masse chargée positivement, la toute petite masse que Rutherford, peu de temps après, montrera est toute petite au centre. À l'époque, la structure de l'atome était encore mal comprise, mal connue, mais il est clair que ça ne venait pas des électrons, mais du reste. Et ça avait une origine physique. Autre découverte par hasard, Pierre Curie a présenté sa découverte à l'Académie des sciences. Notons qu'avec cette présentation, lui et Marie reçurent le prix Nobel. Et plus tard, quand elle se retrouvera veuve, qu'elle continuera les travaux, elle fera d'autres découvertes et recevra un deuxième prix Nobel. Marie Curie a ainsi inauguré un double record. Première femme à obtenir le prix Nobel et première personne à recevoir 2 fois le prix Nobel. Toujours est-il que Pierre Curie va à l'Académie des sciences présenter son échantillon de radium. Pour aller jusque-là, le petit échantillon, pour ne pas le perdre, il met dans sa poche. Bien à l'abri. Contre sa cuisse. Oui. Contre sa cuisse. C'est là qu'il fait une découverte à la fois extraordinaire et déplaisante. Il présenta son échantillon et constata qu'il était brûlé à la cuisse. Il venait de découvrir le premier effet biologique de la radioactivité. Quand elle est intense, elle brûle. Elle est dangereuse. Et petit à petit, on a découvert les propriétés biologiques des rayonnements radioactifs. Je vous en ai déjà parlé. On leur a prêté d'ailleurs pendant tout un temps des vertus miraculeuses. Le commerce s'en était emparé, et tout ce qui était technologie, science, avait une aura de mystère, et donc ça faisait vendre. Et donc on a vendu nombre de produits présentés comme contenant du radium, et donc ça leur donnait des vertus. Notons que la plupart de ces produits ne contenaient pas de radium. Certains contenaient, mais en quantité infinitésimale. Ça coûtait infiniment trop cher pour en mettre beaucoup. Et heureusement pour ceux qui les ont utilisés. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, après l'utilisation des bombes atomiques, que l'opinion du public a radicalement changé et a compris réellement ce qui se cachait derrière la physique nucléaire et la radioactivité. C'est là que la peur de la radioactivité est apparue. Parfois, avec raison, la radioactivité, c'est pas innocent. Donc ce n'est qu'après qu'on a compris que non, c'est pas bon. Et donc on a cessé de faire ce genre de publicité qu'on trouvait avant-guerre. Une très célèbre, c'est celle où on voit une très belle femme pour une crème de beauté qui s'appelle Thor Radia. Bon, hein, un peu particulier. Alors, quand on parle de ça, de tout ça, de toute cette histoire, il y a beaucoup de hasard. Becquerel découvre les rayons uraniques parce que il a rangé dans le même tiroir son échantillon et sa plaque photo, alors qu'il aurait dû les ranger séparément. On découvre que le radium brille par hasard. On découvre que les résidus contiennent du radium, on ne va pas dire tout à fait par hasard, mais parce que, heureusement, il en restait, il les avait conservés. On découvre qu'il a des effets biologiques parce qu'il avait rangé le radium dans sa poche. Beaucoup de découvertes scientifiques se sont faites par hasard. Mais c'est un hasard un peu téléguidé. Hein. On dit que le hasard sourit à celui qui y est préparé. Becquerel a fait énormément de recherches sur cette fluorescence.
sans tout ce travail, il n'aurait pas découvert les rayons iraniques. Pierre et Marie ont sué sang et eau pour préparer des tonnes et des tonnes de pêche blinde pour le traiter, séparer tous les éléments. Ça a été un travail de titan, vraiment de titan. Et ils étaient seuls pour le faire. Ils n'avaient pas l'argent. Ils n'avaient qu'un tout petit labo universitaire, sans gros moyens. Ils n'avaient pas l'argent pour avoir des techniciens, des ingénieurs, des choses de ce genre. Ils devaient tout faire eux-mêmes. Et c'était à l'appel, hein. Des kilos, des dizaines, des centaines de kilos, des milliers de kilos de minerais. Donc, ils ont découvert tout ça parce qu'ils ont fait l'effort de faire de la recherche. Et quand on fait beaucoup de recherche, à un moment donné, on a la chance de tomber sur des choses inédites. En 1899, donc un an après, Rutherford détermina que la radioactivité était composée de 3 types de rayonnement: alpha, bêta, gamma. Nous en avons parlé. Les rayonnements gamma n'avaient aucune charge électrique. On les identifia rapidement avec des ondes électromagnétiques de longueur d'onde encore plus courtes que les rayons X. Les rayons bêta purent être comparés aux rayons cathodiques et ont compris très vite que c'était des charges électriques négatives, que c'était des électrons très énergétiques. Et les rayons alpha, chargés positivement, on mesura leur masse et on découvrit rapidement qu'en fait c'était des noyaux d'hélium, ou de l'hélium auquel on avait arraché tous les électrons. Puis la recherche poursuivit son chemin. Il fallut du temps. Il fallut du temps pour comprendre la structure de l'atome. On en a beaucoup parlé, hein, dans beaucoup de vidéos, et notamment les travaux de Rutherford, pour comprendre qu'il y avait un noyau. On ne comprenait pas bien la structure de ce noyau. On savait qu'il avait une charge positive, mais il devait y avoir autre chose. Parce que, par exemple, l'hydrogène, son noyau, qui est un proton, son noyau a une charge électrique, une unité de masse atomique. L'oxygène a 8 unités de charge électrique positive, mais a une masse atomique de 16, qui en plus n'est pas tout à fait rond, c'est pas des nombres entiers, à cause des énergies intenses et du mc carré. La relativité est arrivée en 1905, donc tout ça s'est mis en place, et puis Chadwick a découvert le neutron. En découvrant le neutron, on peut dire qu'il signait l'acte de naissance de la physique nucléaire. Pourquoi ? Parce que d'abord, tous les composants étaient connus, protons, neutrons et les électrons accessoirement, les différents types de rayonnement, et avec le neutron, on pouvait enfin commencer à comprendre la structure du noyau. On découvrit aussi que sous le rayonnement radioactif, les atomes se transmutaient. Et que, par exemple, du carbone 14, qui émet un rayonnement, se transforme en azote 14, un rayonnement bêta. Donc on découvrit la transmutation des éléments par la radioactivité, nous en avons parlé. En 1934, donc quand même 34 ans plus tard, c'est Irène et Joliot-Curie firent une autre découverte importante. Alors, qui est-ce ? Mais Irène Curie était la fille de Pierre et Marie Curie. Elle a marié Frédéric Joliot. Mais quand on est la fille de prix Nobel, qu'on est soi-même docteur en physique, on garde son nom de famille. Et donc, elle s'appela Irène Joliot-Curie. Ils eurent aussi le prix Nobel. Quelle famille, hein ? 3 prix Nobel. Et ils firent une découverte majeure, la radioactivité artificielle. Ils découvrirent que, en bombardant de l'aluminium,
avec des noyaux d'hélium, des particules alpha, on obtenait des atomes de phosphore, du phosphore de masse 30, plus un neutron qui s'échappait. D'ailleurs, à cette occasion, il fallait découvrir le neutron. Hein. Il s'en fallut de très peu. Chadwick leur a volé un peu la vedette. Il a été plus rapide qu'eux. Mais bon, voilà, c'est aussi la compétition en sciences. Et le phosphore lui-même se transformait en silicium-30 par émission radioactive bêta+. Donc l'aluminium stable avait été transformé en une substance radioactive grâce à des particules alpha. Il venait de découvrir la radioactivité artificielle. En 1937, Alvarez va compléter cette panoplie de découvertes avec la découverte de la radioactivité par capture électronique. En 1940, on découvre la fission spontanée. L'uranium-235 se brise en 2 atomes. On découvre aussi que s'il absorbe un neutron, il se transforme en uranium-236 et instantanément il se casse en 2. C'est la fission induite. Or, quand l'uranium-235 se casse en 2 par fission spontanée, assez lente, hein, il libère en même temps de 1 à 3 neutrons. Et donc là, la réaction en chaîne s'en suivait. Hein. Tout de suite, on a compris. Un atome d'uranium-235 se brise en 2 en émettant des neutrons. Ceux-ci vont aller heurter un autre uranium qui va se briser en 2 et ainsi de suite. Alors ça ne se fait pas simplement parce que les neutrons qui sont émis sont des neutrons très énergétiques, très rapides. Et les neutrons très rapides ne rentrent pas dans un noyau. Ils doivent être ralentis. Donc ils vont rebondir sur un tas d'atomes avant de provoquer une fission. Si l'échantillon d'uranium est trop petit, le neutron va simplement rebondir et sortir et s'évader. Donc il faut une certaine masse. À partir d'une certaine masse, le neutron a le temps de ralentir et d'induire d'autres fissions. C'est ce qu'on appelle la masse critique. Prenez de l'uranium-235, atteignez la masse critique et boum! Au revoir les frères. Vous connaissez le projet Manhattan, qui fut le projet lancé pour fabriquer la première bombe atomique. Il y a des anecdotes extraordinaires, parfois très moches. Ainsi, ils étudiaient l'uranium-235, qui d'ailleurs ne s'obtient pas facilement, parce que l'uranium naturel est composé surtout d'uranium-238. On n'a que 3 à 5% d'uranium-235. Et donc l'uranium-238 n'est pas fissile, il n'a pas cette propriété. Donc, pour le transformer, pour avoir de l'uranium-235, il faut enrichir le minerai, donc en extrayant l'uranium-235. Le reste devenant ce qu'on appelle l'uranium dit appauvri. Uranium-238 quasi pur, très peu radioactif. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dans la nature on trouve surtout de l'uranium-238. Il est très peu radioactif, une période de plusieurs milliards d'années, alors que l'uranium-235 n'a une période que de l'ordre de 100 000 ans. Donc il est assez radioactif, et depuis les temps géologiques, il a totalement disparu. S'il y en a toujours dans les minerais, c'est parce qu'il est fabriqué par des processus radioactifs venant de l'uranium ou d'autres éléments. Donc, ils cherchaient à connaître, ils avaient séparé l'uranium-235, des recherches se faisaient aussi pour fabriquer du plutonium. Séparer l'uranium-235 n'a rien de facile, hein, parce que, évidemment, l'uranium-235 et l'uranium-238, ils ont évidemment les mêmes propriétés chimiques que l'uranium. Et ils ont en plus presque la même masse, 235, 238. Donc c'est très difficile de les séparer. Il faut des technologies de pointe, dont je ne vais pas parler ici maintenant. Mais ils avaient pu obtenir des quantités raisonnables d'uranium-235. Et notamment, les scientifiques, à un moment donné, ont reçu 2 grosses demi-sphères d'uranium-235.
Les calculs leur avaient permis d'avoir une idée de la masse critique. Donc ces deux sphères faisaient un peu plus que la moitié de cette masse critique. Le but était de voir, de mesurer quelle est cette masse critique. La méthode est simple, on rapproche les deux sphères, les deux demi-sphères, tout doucement. Quand elles sont proches, les neutrons vont commencer à passer de l'un à l'autre et on va atteindre ce phénomène de masse critique globale avec augmentation de la fission et émission de beaucoup de neutrons. Donc on mesure la quantité de neutrons émises afin de mesurer et calculer la masse critique. Évidemment, pas question de plaquer les deux demi-sphères l'une contre l'autre, sinon c'est boum. Hein. Et donc les physiciens dans leur labo font ça de manière très précise avec des vérins à vis pour avoir des mesures très précises de la distance, des mesures de neutrons, etc. Et puis à un moment donné, il se produit une catastrophe. Un des physiciens qui se déplaçait dans la salle heurta la table. Tout bêtement. Le dispositif fut ébranlé et les deux demi-sphères tombèrent l'une sur l'autre. À tel point que le dispositif carrément devint lumineux. Il s'en est fallu d'une fraction de seconde. Parce que l'un des physiciens a eu le réflexe de balayer la table de façon à séparer les deux demi-sphères. Alors il a dit aux autres, ne bougez pas, restez où vous êtes. Il prit une craie, traça sa position sur le sol et traça la position de tous les autres physiciens dans le labo. Lui, il était tout près de la table, les autres étaient assez loin. Il calcula la quantité de rayonnement de neutrons qui avait été reçue par les physiciens. Et il leur annonça le résultat de ses calculs. Ça va, vous êtes sauvés, moi pas. Et dans les jours qui suivirent, il perdit ses cheveux, se mit à vomir et mourut. Une victime de la guerre atomique. Première victime de la guerre atomique. Voilà pour la petite anecdote. Alors, ce qu'on découvrit aussi en 1940, revenons à des choses plus importantes pour nous, on découvrit aussi que la radioactivité pouvait se faire selon plusieurs modes. Un noyau peut très bien être un émetteur bêta-, un autre noyau peut être un émetteur de rayonnement alpha, mais il arrive aussi fréquemment que un noyau peut se désintégrer selon deux modes. Et il va se désintégrer plutôt aléatoirement selon l'un ou l'autre. Ainsi, le cuivre 64 est un émetteur bêta- qui donne du zinc 64. Mais c'est aussi un émetteur bêta+, qui donne du nickel. Le bismuth 212 est un émetteur bêta, qui donne du polonium 212, et un émetteur alpha, qui donne du titane. La substance de départ est appelée substance mère, et la substance créée après l'émission radioactive est appelée substance fille. Et on parle ainsi de famille, parce que un élément se transforme en un autre par rayonnement, bêta, alpha ou autre, et celui-là peut aussi être radioactif. Il va également se transformer jusqu'à arriver à un élément stable, qui est non radioactif. Et l'ensemble, mère-fille, 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 forme ce que l'on appelle une famille radioactive. Alors, si on regarde les rayonnements alpha, bêta, gamma, le gamma ne change pas la nature de l'élément. Le bêta ne change pas la masse de l'élément, la masse atomique. Et l'alpha diminue la masse de 4 unités. Donc, dans une telle famille, les masses varient par multiples de 4, toujours.
On a bien vu l'émission de nucléons, un neutron, un proton, mais c'est des cas un peu exceptionnels pour des noyaux très lourds, très riches en neutrons, très riches en protons, qui n'existent pas dans la nature, c'est des éléments artificiels. Et donc ces familles naturelles, il y en a 4. Plus quelques familles plus courtes en général pour des éléments plus légers, comme le carbone 14, qui se transforme en azote, on en a parlé. À partir des éléments lourds, on a 4 familles. D'ailleurs, 4 familles très longues. Et ces familles portent pour nom l'élément ici. Il y a la famille de l'uranium 238, la famille de l'uranium 233, la famille de l'uranium 232 et la famille du neptunium 237. Alors, le neptunium est un élément plus lourd qui n'était pas connu à l'époque, qui fut découvert un peu plus tard. Et il forme ainsi des familles qui peuvent être assez longues et assez compliquées. Pour en donner un fragment, vous pourrez les trouver facilement dans Wikipédia ou sur d'autres sites internet. On trouve facilement ces familles, ou dans l'Encyclopédia Universalis par exemple. On a par exemple pour l'uranium 238, il se transforme en thorium, puis lui-même se transforme en protactinium, puis à nouveau en uranium. En fait, une émission alpha suivie de 2 émissions bêta. Il se transforme en un uranium plus léger de 4 unités, 234, qui se retransforme en thorium, qui se transforme en radium, qui se transforme en radon, qui se transforme en technétium, etc., 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 etc. Et il se termine par un élément stable, le plomb 206. Alors, dans les familles, il peut y avoir des exceptions, c'est pas toujours le plomb, mais c'est souvent le plomb. Pourquoi? Parce que le plomb est un élément assez lourd. Au-dessus du plomb, les atomes plus lourds sont souvent radioactifs, alors que le plomb a beaucoup d'isotopes stables. Il y en a qui sont radioactifs, mais la plupart sont stables. Et donc, les familles se terminent souvent au niveau du plomb. On découvrit aussi par après des familles artificielles. Donc en créant un atome qui n'existe pas dans la nature, parce qu'il ne fait pas partie des familles connues, naturelles, et parce qu'il est trop radioactif pour rester longtemps dans la nature. Donc on ne le trouve pas dans la nature, il faut le synthétiser. C'est le cas du xénon 40, qui se transforme en césium, puis en barium, puis en lantane, puis en cérium, qui est stable. Voilà, alors il y a beaucoup de familles de ce type, et en plus, ces familles sont parfois un peu compliquées, parce que dans certains cas, l'atome peut se désintégrer par alpha ou par bêta, ce qui crée des diverticules, avec des petits embranchements, mais la famille se termine toujours au même point à la fin, puisque c'est toujours par 4 unités de masse, donc on arrive toujours au même endroit. Voilà pour l'histoire de la radioactivité. Nous en avons appris pas mal aussi sur la radioactivité. Donc, dans la prochaine vidéo, nous étudierons les lois de la radioactivité. Donc, à quelle loi obéissent la radioactivité? Je vous remercie.